Alors bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Alors on a beaucoup de participants. Ce que je vous propose, c'est d'attendre une petite minute que tout le monde nous rejoigne. On a- Merci à tous d'être là. Bonjour. On a beaucoup de participants très qualitatifs et en nombre. Bonjour, bonjour. Parfait. Bon, je vous propose de commencer. L'objectif, c'est de tenir cette discussion en 45 minutes montre en main. Donc, merci encore à tous d'être là. Je vois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. C'est normal. On voit que c'est aussi un sujet de société quand on voit la dernière initiative du gouvernement qui a mis en ligne son site les1000premiersjours.com. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous repartirez avec, j'en suis sûr, une meilleure compréhension de ce que l'on appelle le postpartum, c'est-à-dire le post-accouchement pour les jeunes mamans, et aussi des conseils concrets pour garantir un retour de vos collaborateurs, collaboratrices, nouveaux parents, dans les meilleures conditions. Donc, pour en parler, je suis super bien entouré. Je vous propose du coup à vous trois de vous présenter avant de commencer. Donc, peut-être que Marie, tu peux commencer. Merci, bonjour à tous. Oui, moi je suis la Head of People de Teladoc Health France depuis une petite année. Et je suis également maman de 2 enfants, donc j'ai connu la reprise du congé maternité. Et je pars en congé maternité d'ici quelques jours. Voilà. Merci Marie d'être là. Justine, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Alors, merci, de m'accueillir en tant que speaker pour ce webinaire. Moi, je suis Justine, je suis, Head of HR, chez iFlow et alors je ne suis moi-même pas maman, mais en revanche, j'ai l'occasion au quotidien de gérer et d'accompagner, nos collaboratrices en congé maternité, pendant cette période. Alors, voilà, je suis ravie d'échanger à ce sujet. Merci beaucoup Justine. Et Pierre. Oui, bonjour à tous. Merci Charles. Moi, je m'appelle Pierre, je suis sage-femme depuis 5 ans et sage-femme libérale depuis 3 ans à Paris. Je connais bien les téléconsultations puisque j'en fais depuis 2 ans maintenant. Voilà. Merci Pierre d'être là. Et merci à vous trois, hein. Vous formez vraiment, je pense, la Dream Team pour parler de cette période faite, certes, d'un côté de grandes découvertes, de joie, mais aussi de moments plus compliqués à appréhender pour la maman et globalement les jeunes parents. Et c'est pas une surprise quand on regarde en fait que cette période, quand on regarde au niveau de l'accompagnement dans le système de santé français, on voit qu'il y a un réel gap entre le suivi avant la grossesse, donc où on a à peu près en général 9 rendez-vous médicaux avant l'accouchement, et le suivi après la grossesse, où on réduit à 3. Donc on va le voir, c'est une période assez charnière, je pense que Pierre pourra nous en parler, et d'autant plus, et c'est un peu aussi le sujet d'aujourd'hui, que quelques semaines plus tard, la jeune maman et le jeune papa, ils doivent retourner au boulot. Bon, alors je me tourne vers toi, Pierre, pardon. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les problématiques rencontrées pour les jeunes mamans après l'accouchement? Oui, bien sûr. Alors, ces problématiques, il y a différents ordres. Tu as commencé par le dire que c'était centré sur le bébé. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et donc, d'abord, c'est un temps d'apprentissage où, que ce soit un premier bébé ou pas, voilà, les soins apportés à un bébé et comment s'occuper d'un petit bébé, on a souvent besoin d'être accompagné là-dedans. Mais c'est pas mal fait quand même. À l'inverse, l'accompagnement des mamans est un peu moins précis, un peu moins complet peut-être. Et sur les mamans en postpartum immédiat, donc juste après la naissance, on retrouve des problématiques médicales très, on va dire médicales pures, quoi. Lorsque l'accouchement se passe bien,
Il y a des douleurs abdominales qui peuvent persister, il y a des saignements inhabituels, il peut y avoir des fuites urinaires, des infections, des mycoses. Là, je parle simplement d'un accouchement qui s'est bien passé. Et sur un accouchement un peu plus complexe, avec un saignement important au moment de l'accouchement, avec une césarienne, toutes ces problématiques de douleur peuvent être encore plus importantes. On a également des problématiques d'ordre médical, mais un peu plus subjectives, qui sont liées à un stress important, lié à la fatigue principalement et à des fluctuations hormonales. Les hormones changent brutalement juste après la naissance. C'est pas les mêmes pendant la naissance qu'après la naissance. Et on retrouve des mamans dans des situations de détresse et d'angoisse, souvent liées à leur santé de leur enfant, mais en fait liées à elles-mêmes et à leur fluctuation hormonale. Mais l'enfant, c'est là-dessus qu'elle se focalise. Euh, et la fatigue liée au fait de s'occuper du bébé, on se retrouve dans un espèce de méli-mélo hormonal, fatigue, problématique médicale liée à l'accouchement, qui fait que les mamans ont besoin vraiment d'être accompagnées dans les suites immédiates. Donc, un sacré chamboulement côté perso. Et ce que je disais, en plus, on est supposé, du coup, après tout ça, parce que tu nous as dit, Pierre, reprendre le boulot 10 semaines après. Donc, je me tourne du coup peut-être vers toi, Marie, et je te pose la question à la fois comme salarié, mais aussi du coup comme maman. Après tout ce qu'a dit Pierre, toi, quel impact tu vois sur la maman salariée au moment de la reprise du boulot? En fait, c'est vraiment, je pense, la fatigue qui est la première couche, parce qu'on reprend le travail, le bébé généralement ne fait pas ses nuits ou alors à la rigueur des nuits écourtées. Donc en tant que salarié, on a un niveau de pression qui va augmenter au fil des semaines à l'approche de la reprise, parce qu'on sent qu'on a quand même changé évidemment avec l'arrivée d'un enfant, qu'on dort moins bien. Donc on a une sensibilité ou une façon de voir les situations, une objectivité qui change. Et donc il y a une mise sous pression qui arrive de plus en plus à l'approche de la reprise. Donc de l'angoisse, de la fatigue, un cycle un petit peu vicieux, quoi. La fatigue entraîne le stress, la pression qui entraîne des difficultés à se reposer. Tout ça en plus dans un moment où peut-être on n'a pas été en contact régulier avec l'employeur et l'entreprise, donc il y a une sorte de nébuleuse de qu'est-ce qu'on va attendre de moi, est-ce qu'on va comprendre ce qui m'est arrivé, puisque c'est un tel chamboulement qu'on a aussi l'appréhension qu'en face ce soit considéré comme quelque chose de relativement banal, alors que ça a été un choc majeur, même s'il est plein de joie. Donc voilà, il y a aussi cette distance avec l'employeur qui rajoute une couche de stress et d'anxiété. Je pense que c'est principalement ça, plus après la forme physique et l'état physique dans lequel on peut se trouver après avoir accouché et géré un nouveau-né pendant les premières semaines, où c'est vraiment intense d'un point de vue rythme. Et du coup, Justine, toi, tu disais que tu étais confrontée tous les jours à ces jeunes parents salariés. Qu'est-ce que tu constates? Quels sont un peu les gros challenges? Ouais, alors, je dirais qu'il y a plusieurs challenges, mais si on prend déjà, du point de vue de la collaboratrice, ce qui est souvent, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un retour à travailler qui est important et c'est un vrai challenge, pour l'employeur parce que, souvent et c'est le cas d'entreprises qui sont en fort développement et ben, l'entreprise a beaucoup évolué, les organisations ont changé, il y a eu des nouveaux projets, les équipes aussi, on peut avoir de nouvelles équipes et en fait, on se rend compte que l'entreprise a aussi, beaucoup changé pendant cette période. Donc, il faut que nous, on puisse, en tant qu'employeur, accompagner au mieux cette réintégration parce qu'on voit que c'est aussi une source de motivation importante et il y a un nouveau rythme qui est aussi à prendre en compte. Donc ça, c'est chez nous un énorme challenge. Et puis aussi, c'est important de prendre en compte le point de vue de l'équipe parce que un congé maternité aussi, en termes du point de vue de l'entreprise, ça a aussi... ça a introduit un changement auprès de l'équipe qui s'est aussi organisée en l'absence de la collaboratrice. Et du coup, nécessairement, il faut qu'on trouve un cadre qui soit à la fois serein pour la collaboratrice et aussi serein pour l'équipe. Donc, ouais, je propose qu'on continue un peu sur ce que vous disiez. Donc, il y a un challenge au côté salarié, physique, mental, mais aussi du point de vue de l'équipe, comme tu disais, Justine. Et
Et du coup, qu'est-ce que vous mettez, je te donne toujours la parole, Justine, qu'est-ce que tu mets, toi, dans ton entreprise en place pour justement faciliter ces conditions de réintégration et les challenges que peuvent vivre tes équipes? Ouais, tout à fait. Alors, c'est un sujet qu'on a, travaillé, parce qu'on a constaté que c'était, hyper important, de bien entre guillemets, «le processer». Alors moi, quand je parle de congé maternité, j'ai quand même, toujours envie de parler aussi un peu de l'avant parce que pour moi, le travail qu'on fait en amont est aussi, très important pour, favoriser un bon retour. Donc du coup, je segmenterai un peu notre approche, sur, l'avant congé maternité, pendant le congé maternité et l'après congé maternité. Donc sur l'avant, ce qui est assez important, nous, d'un point de vue RH, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours un point avec la salariée, un point dans lequel déjà, on voit un petit peu aussi l'approche qu'a la salariée avec l'idée du congé maternité, quelles sont ses appréhensions, ses inquiétudes, qu'est-ce qu'on peut faire d'ores et déjà un peu pour rassurer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action pour qu'elle se sente bien accompagnée. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'on fait. Et ensuite, évidemment, il y a toute une partie très informative, mais ne serait-ce que donner des informations sur le calendrier de naissance, comment ça va se passer, surtout dans le cas d'un premier enfant, comment ça va se passer au niveau de la mutuelle, comment ça va se passer également au niveau de tout ce qui est rémunération. Chez nous, on maintient effectivement l'intégralité de la rémunération, mais toutes ces informations, quand elles les ont bien en avance, souvent les collaboratrices sont rassurées et se sentent déjà bien accompagnées. Donc ça, c'est l'avant. Et évidemment, avant aussi, ce qu'on fait énormément, c'est qu'on échange avec les managers sur l'organisation qui va y avoir lieu pendant le congé maternité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait en amont sur OK, comment ça va se passer, est-ce qu'il faut du renfort dans l'équipe, comment on va répartir les missions, auprès de qui, etc. Et ça, c'est un travail organisationnel qu'on fait et qui aussi, souvent, parce qu'on a eu des retours de collaboratrices qui nous l'ont dit, c'est rassurant de partir en se disant que tout est déjà bien préparé. Ensuite, il y a le pendant, donc le pendant congé maternité. Donc souvent, on propose 2 options. Il y a la première option assez classique, notre collaboratrice elle part et elle ne souhaite pas forcément avoir de lien pour le moment avec l'entreprise le temps de son congé maternité. Ça, c'est une première option. Et la deuxième option qu'on constate qui est souvent très appréciée, c'est maintenir un certain lien avec l'entreprise. Quand je dis maintenir un certain lien à l'entreprise, évidemment, c'est pas rentrer sur des considérations très métiers et des missions précises, mais c'est tout simplement avoir un appel peut-être 1 heure par mois avec son manager sur voilà un petit peu les grands temps forts de l'entreprise, ce qui s'est passé entre-temps, ce qui s'est passé au sein de l'équipe. Et en fait, on s'aperçoit que c'est très apprécié parce que ça permet de garder un lien et surtout, ça rassure dans cette période qui peut être quand même amenée à beaucoup de questionnements. Donc ça, pendant, je trouve que ça a été en tout cas un bon process qui a été mis en place et qui a de beaux avantages. Et ensuite, évidemment, sur la réintégration, c'est là où on va mettre le plus d'énergie. En fait, comment moi je vois un peu la réintégration d'une salariée, je le vois un peu sous le même angle que la réintégration, en fait, l'intégration d'un collaborateur qui vient d'arriver. C'est-à-dire que on peut pas dire à une collaboratrice, voilà, reviens, remets-toi à ton même poste le même jour, reprends la même chose, parce que pas mal de choses ont changé. Donc, premièrement, il y a quand même un entretien professionnel qui fait que le manager, pour un peu voir comment la personne se sent, comment la collaboratrice envisage le retour, est-ce qu'elle a des appréhensions en particulier, est-ce qu'il y a des réflexions qui lui sont venues pendant le congé maternité, parce que parfois, ça peut pousser à aussi des réflexions sur le poste, comment on voit aussi la vie professionnelle. Donc, déjà, il y a un bon point qui fait que le manager. Et ensuite, on s'assure aussi que en fait, il puisse y avoir une semaine un petit peu de reprise tranquillement où la personne va faire des immersions au sein des autres équipes pour voir un petit peu ce qui a changé, se remettre tranquillement dans les sujets, dans les projets, pour aussi rencontrer les nouvelles personnes, les nouvelles équipes qui sont arrivées. Donc, il y a une phase d'immersion en fait assez importante. Et puis aussi, parce qu'on se dit que c'est aussi une chance d'avoir des collaboratrices qui sont parties, qui ont parfois pu prendre un peu de recul et qui reviennent chez nous un petit peu parfois dans le bain. Et en fait, on fait aussi des rapports un petit peu d'étonnement au bout d'un certain 2 semaines, de 2-3 semaines, savoir voilà, qu'est-ce que tu as constaté dans l'équipe, au sein de l'organisation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait améliorer? Comment toi, tu vois ton retour? Et en fait, on a vraiment processé tout ça comme une intégration finalement d'un collaborateur qui vient d'arriver. Et on se rend compte que ça a beaucoup
ça a beaucoup d'avantages parce que ça donne un cadre confortable et rassurant pour la salariée. Et évidemment, moi, je pense que la chose essentielle et principale à faire, c'est s'assurer d'avoir des temps d'écoute dédiés avec la salariée, parce que ça permet vraiment aussi d'avoir un peu la température et la météo pour que cette reprise se passe sereinement aussi avec l'équipe en question. Super bien organisé chez iFlow. Et Marie, du coup, toi, si tu devais partager un peu ton expérience RH? Je suis totalement alignée avec Justine. Cadrer l'avant, en tout cas, ça c'est évident. Considérer cette absence qui se prépare. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, au moment du retour, qui est vraiment le moment un peu charnière, permettre à la salariée de se dire: mon absence n'a pas généré que ce soit un oubli de mes compétences, un oubli de ma personne, parce que souvent c'est quand même ce qui est assez anxiogène pour la salariée qui s'en va. Et donc avoir la sensation, certes, qu'on onboard comme un nouveau collaborateur, et à la fois c'est pas tout à fait un nouveau collaborateur. On connaît la salariée, on sait où elle en était. 4 mois, ça paraît très long dans la perception d'une maman qui accouche, qui accueille un enfant, et à la fois à l'échelle d'une entreprise, certes, il peut se passer de nouvelles choses, mais c'est pas si long que ça non plus. Donc, garder le fil, c'est-à-dire avoir la sensation de continuité entre l'avant-congé maternité et la reprise, pour pas qu'il y ait une sensation de choc un peu trop brutal pour la salariée. Et surtout, il y a un élément qui est très important dans le point qui est fait au re-onboarding, c'est OK, désormais, tu n'es plus seul ou tu n'as plus qu'un enfant, tu en as désormais 2 ou 3 ou de 0 à 1. Les systèmes de garde, est-ce que c'est bien mis en place? C'est-à-dire considérer que l'absence liée au congé maternité a aussi amené une modification organisationnelle pour la salariée qui va avoir un impact manifeste aussi dans sa perception de la reprise du travail. Et il faut que ça, si l'employeur peut jouer un rôle, que ce soit dans une crèche d'entreprise ou autre, très bien. Même si l'employeur n'a pas de rôle à jouer, puisqu'il n'y a pas de ce type de mesure mise en place, c'est le considérer et en tout cas donner la place à cette discussion-là pour la salariée, parce que ça permet de faire redescendre aussi le niveau de stress et d'exigence qu'elle va avoir vis-à-vis d'un rythme qui va être nouveau pour l'équipe aussi. Donc, cadrer les choses avec l'équipe qu'elle avait avant. Je peux plus rester tard, je peux plus, voilà, des nouvelles contraintes. C'est très important de le verbaliser et de le considérer. Donc, de ce que je vois, vous avez un rôle assez clé à jouer à ce moment-là, vous les RH ou l'employeur de manière générale. Et de vos témoignages et de ce que vous vivez au quotidien, quelles sont un peu les limites que vous pouvez voir dans votre rôle justement de RH? Peut-être, Justine, tu peux... Ouais, effectivement, je rejoins tout à fait Marie sur le fait que quand une collaboratrice revient, effectivement, elle connaissait déjà, mais il y a un chamboulement qui est assez important. Et c'est vrai que moi, je pense que l'étape première, c'est de pouvoir écouter, être là et accompagner. Mais c'est vrai que par rapport parfois à des choses qui sont très liées à la maternité, notamment les systèmes de garde, où parfois l'employeur peut avoir un impact, mais parfois aussi non, parce que ça peut être assez compliqué. Sur tout un aspect, on se sent aussi parfois un peu diminué, l'impact émotionnel aussi que ça génère chez la collaboratrice. Et en fait, nous, on est là pour assurer au mieux ce retour, mais il est vrai que par moment, on sent qu'il manque des bons experts. Moi, j'estime qu'un RH est là pour accompagner au mieux, mais qu'il y a aussi des limites au métier, parce qu'à un moment donné, il faut aussi laisser la main aux experts qui gèrent ce sujet et qui sont formés à ça. Et je trouve que par moment, nous, on peut être démunis sur des congés, des retours qui peuvent être parfois difficiles, et on a besoin de réorienter vers des personnes qui savent gérer ça, qui l'ont déjà vécu. Et je trouve que voilà, il y a une limite en tant qu'employeur à gérer en fait, à gérer ce retour, ce qui fait que nous, on se sent parfois démunis, et la collaboratrice tout autant. Donc voilà un petit peu aussi le ressenti qu'on peut avoir nous de notre côté. Oui, pour rebondir là-dessus, en fait, je rejoins absolument Justine. Ce qui va nous manquer, nous, RH, c'est des outils. C'est-à-dire, face à certaines détresses ou difficultés individuelles, elles sont très multiples, on va pas toujours savoir quel outil utiliser. Et donc, parce que on ne sait pas vers quel
ou expert ou voilà, plateforme ou que sais-je, orienter la salariée parce que soit on n'arrive pas à identifier et à bien diagnostiquer, étant donné que c'est pas notre métier, le problème de fond. Et donc, on sent que quelque chose se passe pas bien, que la rencontre se fait pas, en tout cas, on n'arrive pas à se raccrocher les uns aux autres, mais on n'a pas les outils. Et ça, c'est un vrai, ça peut être une vraie frustration qui est partagée par le manager. Et c'est à ce moment-là qu'on va se sentir démuni, parce qu'en effet, on veut pas aller trop loin dans la limite de ce que la salariée n'est pas capable ou n'a pas envie d'exprimer. Donc, bon, il manque quelques briques du coup, Justine, et tu parlais d'experts, donc je me tourne peut-être vers toi, Pierre. Donc, selon du coup Justine, peut-être que les professionnels de santé devraient avoir peut-être une place plus importante, enfin, de ce que je comprends, dans ce suivi et dans cet accompagnement du collaborateur ou de la collaboratrice. Euh, Comment tu vois, comment ça pourrait être mis en place selon toi? Mais comment ça se passe aujourd'hui, en fait, c'est qu'après l'accouchement, le séjour à la maternité dure 3-4 jours, mais pour des raisons budgétaires, on entend parler du budget de la Sécu, etc. C'est un temps qui est amené à se réduire. Et il y a certaines mamans qui sortent au bout de 48 heures de la maternité après leur accouchement. D'ailleurs, le Covid a pas aidé à l'allongement des séjours. Mais quand bien même ce séjour à la maternité dure 4 jours, on parle de 4 jours pour apprendre à s'occuper d'un enfant et de 4 jours d'accompagnement après une grossesse de 9 mois. Donc en fait, c'est très peu. Et malgré toute la bonne volonté des professionnels, les services hospitaliers sont souvent un peu surchargés, et les visites des sages-femmes, des auxiliaires dans les chambres des patients, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 visites par jour maximum. On se retrouve alors à la maison après 4 jours, et à la maison, il y a 2 visites à domicile qui sont faites souvent par des sages-femmes. Hem Après ces visites à domicile, il y a les parents, souvent, ils se retrouvent avec un espèce de sentiment d'inachevé, et dans une situation presque de précarité médicale, en manque de soins et de conseils. Parce qu'après ces 2 visites à domicile, donc on est globalement 1 semaine après la naissance, on va proposer à la maman une visite postnatale 6 semaines après son accouchement. Donc on se retrouve avec un espèce de creux, un vide de rendez-vous médicaux qui dure 5 à 6 semaines entre la sortie de la maternité et ce qu'on appelle la consultation postnatale à 5-6 semaines de la naissance, où c'est là où la maman va pouvoir va pouvoir commencer la rééducation du périnée, par exemple, reparler de contraception, et cetera. Mais pendant 5 à 6 semaines, il y a quand même un espèce de vide. Au début de ce webinaire, je disais que j'étais libéral. Mes rendez-vous, mes délais d'attente actuellement, alors que je suis juste sage-femme, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas pédiatre, à Paris, c'est 2 semaines et demie, 3 semaines d'attente. Donc, il y a pas beaucoup de professionnels libéraux. Et les téléconsultations, la télémédecine va avoir 2 avantages majeurs. On a parlé du fait que l'arrivée d'un bébé dans un foyer, ça provoquait beaucoup de fatigue. Les téléconsultations vont permettre aux parents de ne pas se déplacer avec leur enfant, d'éviter un déplacement qui ne serait pas forcément utile. Et ben, l'autre avantage, c'est devant le peu de rendez-vous qui sont proposés en postpartum, et la difficulté de trouver des professionnels de santé en libéral, les consultations de télémédecine apportent une réponse beaucoup plus rapidement pour les parents, quoi. Mais merci Pierre. Et du coup, je me tourne vers Marie. Peut-être que toi qui utilises Médecin Direct, tu confirmes un peu ce que dit Pierre sur... Oui, je confirme d'autant plus avec déjà des enfants, mais du coup, je le projette avec un nourrisson. L'idée de pas forcément avoir à sortir, à aller dans une salle d'attente dans laquelle il y a des malades et donc éventuellement d'autres microbes, et même dans l'idée de reprendre le travail avec des enfants qui vont forcément être peut-être malades plus régulièrement. Moi, je vois ça comme un vrai outil de fluidité et d'aide, et de faire rentrer un peu la médecine chez moi au lieu moi d'y aller, ça me soulage beaucoup dans mon organisation de maman salariée. Merci Pierre et Marie, parce que ça me permet de faire une belle transition pour vous parler plus concrètement de
de ce que propose Teladoc Health et pourquoi on se parle aujourd'hui. C'est une des forces déjà de Teladoc Health France, c'est sa clinique médicale digitale qui est composée de plus de 80 médecins, paramédicaux, qui sont tous formés à la télémédecine, qui couvrent plus de 31 spécialités. Donc, cette clinique, elle est disponible 24/7 sur 3 créneaux écrits, sur 3 canaux, écrits, visio, téléphone et ça fait les 3. Et je voulais vous parler un peu du coup de ce qu'on a développé chez Médecins Directs, chez Teladoc Health France, avec nos directeurs médicaux et en remarquant, comme le disait Marie, l'usage du service. On a identifié peut-être ce manque dont parlait Justine et ce besoin. Et on a décidé du coup de lancer un parcours d'accompagnement de 4 à 9 séances à distance pour aider les jeunes parents, salariés aussi, après la naissance et au moment du retour au travail. Donc, pour illustrer ce que je vous raconte, je vous propose de regarder une petite vidéo assez explicative, assez douce. Ça fera le petit moment calme de ce webinaire. J'adore la musique. Non, mais pourquoi notre audience aujourd'hui est principalement constituée de responsables des ressources humaines? C'est bien justement parce que cet accompagnement peut intervenir au moment du retour au travail et peut être justement cette brique qui manque qui manque au RH pour répondre aux attentes, aux appréhensions dont parlait Marie. Donc c'est une mise à disposition hyper rapide, hyper simple, à distance. Et c'est pour moi une action et pour beaucoup de nos partenaires concrète à activer en entreprise pour offrir à ses salariés en fait un bien-être à la fois mental, comme on en parlait en début, mais aussi physique. Bon, les bénéfices sont nombreux, vous l'aurez compris. Mais pour le collaborateur, c'est permettre un retour avec un équilibre physique et mental, revenir au top en entreprise, regagner toute la confiance en soi dont parlait Marie, et tout en diminuant un peu cette charge mentale qui arrive du fait de ce chamboulement qui arrive dans la vie perso. Et pour vous, RH, donc je parle à Justine, Marie et tous ceux qui nous écoutent, c'est un peu continuer à montrer dans les bonnes pratiques que fait iFlow, par exemple, continuer à montrer l'implication du RH et la considération de ce projet perso. C'est aussi diminuer tous les risques qui peuvent engendrer ce chamboulement, des engagements, parce que changement d'environnement, changement de vie perso, absentéisme à cause des problèmes perso, mais aussi du nouveau-né. Et aussi, ça peut amener aussi au report involontaire des congés parentaux qui sont un peu provisionnés côté entreprise. Donc, c'est clairement une offre, je pense, qui répond à peut-être ce manque qui existe aujourd'hui, qui est dans l'air du temps, comme je vous le disais, quand on voit les actions du gouvernement aujourd'hui. Et c'est adaptable évidemment à tout type d'entreprise. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est une offre qui répond à la fois aux besoins de la maman, donc c'était très orienté sur la maman, mais qui peut aussi être proposée au deuxième parent. Donc je serais heureux d'en parler plus longuement, mais je vais peut-être laisser place aux questions. Donc on est dans les temps, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vais regarder un peu dans les commentaires si nous avons des questions. Donc on a 3 questions résumées. Donc oui, j'y ai répondu. Est-ce que votre offre s'adresse aussi aux collaborateurs? Donc oui, parce que Pierre, peut-être que tu peux nous répondre sur ce sujet. Donc toi, tu accompagnes plutôt les mamans, mais est-ce que tu vois un besoin aussi côté collaborateur, côté papa? Oui, bien sûr. En fait, c'est amusant parce que souvent
les consultations se font en couple avec moi, enfin les téléconsultations, mais sans que le couple le dise. Donc le téléphone est sur haut-parleur, la maman pose ses questions et derrière, il y a le papa qui chuchote des trucs et qui essaye de préciser des questions parce que il est tout autant préoccupé, soit par la santé de son bébé, soit par la santé de sa compagne, quoi. Donc oui, bien sûr, ça concerne les deux sans problème, ouais. Et merci Pierre. Et alors, à quel moment proposez-vous l'offre aux collaboratrices? Donc, je pense que c'est, donc, comme je disais, c'est vraiment adaptable en fonction des besoins de chaque entreprise. Justine a bien une stratégie chez iFlow d'accompagnement avant, pendant et après. Cette proposition d'accompagnement, cette dernière brique, elle peut intervenir avant, pendant et après. Je pense que c'est quelque chose qui peut être partagé au moment du rendez-vous RH avant le congé mat, ou justement pour pendant, comme pour garder le lien avec vos collaborateurs. Justine nous parlait du lien, ou après pour justement garantir un retour en douceur. Alors, on parlait de limite vie pro, vie perso. Comment on présente ce service aux collaborateurs en lui garantissant cette limite? Donc peut-être Marie ou Justine, vous souhaitez en parler. Peut-être Marie, je te vois housser de la tête. En fait, on va proposer d'ailleurs, donc dans la question, c'est vrai que c'est déjà presque la réponse est dans cette phrase. L'idée, c'est de dire, voilà, si le besoin se fait sentir, ce service est disponible. Enfin, moi, c'est absolument comme ça que je le présenterai à une collaboratrice. Il n'y a aucune obligation de l'utiliser et à la rigueur, s'il est utilisé, le contenu de ce qui sera échangé, les informations sur lesquelles toi, collaboratrice, tu auras besoin d'appui, ne seront absolument pas relayées. En tout cas, moi, RH et ou le manager n'aura absolument pas ni accès ni envie d'aller d'ailleurs dans ce contenu-là. Donc, c'est vraiment une mise à disposition d'un service d'aide supplémentaire lors de cette période. Je rejoins tout à fait Marie, un peu comme aujourd'hui aussi sur les sujets de la santé mentale, on a des applications ou d'autres outils qui nous aident. En fait, on a quand même beaucoup travaillé en RH à s'assurer que nous, justement, si on utilise un outil, c'est qu'on sent nos limites. Et en fait, cet outil est à disposition, mais parce que nous, on n'ira pas creuser plus loin, parce qu'on s'assure de le mettre à disposition. Mais comme on sait qu'on n'a pas la compétence pour, on le laisse à disposition de la salariée sans qu'on ait, nous, à intervenir. Et du coup, de cette façon, on garantit, à mon sens, l'équilibre. Merci Justine, mais je crois que ça rejoint une deuxième question concernant quel est le modèle un peu, le modèle, comment on vend cette offre aux entreprises. C'est tout simplement, on choisit avec les ressources humaines un nombre de téléconsultations avec 3 paramédicaux. Donc, il y aura un sage-femme, un kiné et un nutritionniste, un diététicien, pardon. On décide le nombre de téléconsultations, donc de 4 à 9. Et en fait, le RH propose du coup ce parcours d'accompagnement parce qu'on n'est pas sur des téléconsultations one-shot, on est sur un accompagnement coordonné. Donc le RH propose aux collaborateurs d'activer ce parcours. Comment il est financé? Normalement, dans les partenariats qu'on a et sur les discussions qu'on a, en général, c'est l'entreprise qui prend en charge cet accompagnement, donc de 4 à 9 téléconsultations. Après, on peut réfléchir à une prise en charge partielle de l'entreprise et ensuite un collaborateur qui prendrait le relais pour, s'il veut aller plus loin, avoir un plus grand nombre de téléconsultations. Donc, je pense que je réponds en partie. Donc financé soit par l'entreprise dans sa globalité, soit les 4 premières par l'entreprise. Et si le collaborateur veut continuer, il le prend à sa charge. Alors, je prends une deuxième question. Alors, je pense qu'un autre enjeu serait d'intégrer l'accueil de la maternité dans la culture de l'entreprise, au-delà des RH. Pourriez-vous proposer un accompagnement des dirigeants, managers, équipes
pour les sensibiliser à la question des annonces de la grossesse. Alors, est-ce que je me tourne peut-être vers nos RH et peut-être aussi vers Pierre. Donc, est-ce que dans vos expériences, là, vous avez déjà eu des interventions d'un expert sur ce sujet pour sensibiliser toute l'entreprise à ce sujet-là? Marie, peut-être? Alors moi, j'ai jamais fait intervenir d'experts externes à l'entreprise à ce sujet-là. En revanche, le rôle et il travaille main dans la main entre les dirigeants, managers et les fonctions RH, c'est justement de défaire des a priori ou des inquiétudes qu'on va avoir. Typiquement, ça va se jouer même au moment d'un recrutement, de se dire je vais peut-être privilégier un profil qui ne risque pas de partir en congé maternité, puisque le congé maternité, dans un angle opérationnel ou managérial, va être pour un manager ou un dirigeant quelque chose d'anxiogène, en se disant est-ce que je vais délivrer ce que je dois délivrer, comment je vais remplacer, si c'est un manager qui me s'en va pendant quelques mois, comment on va manager l'équipe. Donc l'objectif, c'est vraiment en continu par le biais de webinars, par le biais de conférences, par le biais de discussions, d'échanges, de lever des a priori et des angoisses, craintes qui sont malheureusement sociétales. C'est-à-dire que là, on sort vraiment du cadre de l'entreprise. Mais en revanche, moi, j'ai pas fait intervenir de structures qui s'occupent spécifiquement de former les managers et dirigeants à ces questions de la grossesse, de l'annonce d'un départ en congé maternité. Je me permets de rajouter, alors j'ai jamais fait intervenir de prestataires externes. Je trouve que c'est plutôt une bonne solution, mais jusqu'à maintenant, ce que j'ai beaucoup fait, c'est de la pédagogie. Pour moi, c'est de la pédagogie au quotidien auprès des managers et particulièrement aussi des collaborateurs qui deviennent tout juste managers. Je trouve que ça fait partie un peu du kit à avoir de savoir gérer et d'accompagner tous ces sujets-là. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais un petit peu au quotidien en travaillant avec les équipes. Mais effectivement, je trouve que ça mériterait, et je rejoins, et je trouve que c'est une très bonne question, ça mériterait d'être plus large et peut-être moins géré que par les RH, mais que ce soit une problématique qui puisse être peut-être accompagnée par des prestataires externes pour justement aussi bien appuyer sur l'importance que c'est de prendre en considération cette période-là. Parce que finalement, on se rend compte, et surtout quand on a des équipes très jeunes, que c'est l'inconnu pour beaucoup. C'est l'inconnu pour les équipes en place, c'est l'inconnu pour certains managers, c'est l'inconnu pour les collaboratrices elles-mêmes et les collaborateurs en congé paternité aussi. Donc, pour moi, plus on fait de pédagogie sur ce sujet, plus on trouvera une bonne façon de pouvoir le gérer. Merci Justine et Marie. Alors, on a d'autres questions. L'angle santé au travail pourrait être une approche qui convienne à toutes les équipes. Alors, pour préciser, pourrait être une approche qui convienne à toutes les équipes. Oui, effectivement. Alors, désolé, du coup, ça vient à la suite d'une autre question. J'essaye de... L'accompagnement. L'angle santé au travail pourrait être une approche qui convienne à toutes les équipes. Donc, plus globalement, si je comprends bien, ça serait proposer un accompagnement. Alors, désolé, j'essaye de comprendre la question. Je vais peut-être, si vous pouviez repréciser juste votre question pour qu'on puisse y répondre. Je vais en prendre une autre en attendant. Est-ce que ces parcours d'accompagnement, du coup, sont pris en charge par la sécurité sociale? Alors, la réponse est non, car on est sur, du coup, une approche coordonnée. Donc, on a plusieurs paramédicaux qui vont parler ensemble, à distance, disponibles 24/7. Donc, du fait de ces différents critères, aujourd'hui, c'est une prise en charge qui est prise à 100% par nos partenaires ou, comme je le disais, par le collaborateur quand il souhaite continuer après un parcours. Alors, je pense répondre à la question. Peut-être Pierre, sur justement cette prise en charge, tu nous parlais de 2 rendez-vous qui sont pris en charge sur la partie sage-femme. Oui, c'est après la naissance, les visites à domicile. C'est organisé par la sécurité sociale et c'est 2 visites qui sont intégralement prises en charge.
avant les suivantes, mais 6 semaines après, quoi. Ok, très clair. Donc, je pense que j'ai compris la question d'un des participants et je pense que Justine y a parlé. C'est effectivement comment parler aux collaborateurs, bon, certes du sujet parentalité, mais des sujets plus globaux sur la santé au travail. Et je pense qu'effectivement, c'est du rôle des RH d'être dans la pédagogie à ce niveau-là. Alors, j'ai une autre. Alors, les questions, merci pour toutes vos questions. J'essaye de suivre. Alors, bonjour. Connaissez-vous la structure à part entière? Marie-Charlotte, sa fondatrice et moi-même travaillons justement à la mise en place de formations, une à destination des équipes RH et un autre à destination des managers. Donc je ne sais pas si vous connaissiez Marie et Justine, cette structure. Donc, à part entière, un petit coup de pub. Mais ça vaut le coup de s'y pencher, étant donné que c'était effectivement une bonne question. Pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, une idée du coût? Devons-nous raisonner en termes de pack, c'est-à-dire nous achetons plusieurs parcours? Merci d'avance. Alors, c'est une bonne question. Oui, on raisonne sous forme de pack. En général, les RH, alors peut-être que Marie et Justine me corrigeront, mais ont une connaissance du nombre de congés parentaux qui sont initiés dans leurs entreprises ou une estimation. Donc, on s'engage sur un nombre de packs qui vont de 200 € à 450 €, et donc qui dépendent en fonction du nombre de parcours. Donc, 200 €, on va être sur 3 rendez-vous, 3 à 4 rendez-vous, et ensuite, pour au-delà de 400 €, c'est 9 rendez-vous. Mais je serais ravi de vous partager plus en détail le pricing, mais effectivement, on raisonne sous forme de parcours. L'intervention d'un tiers peut parfois faciliter et décomplexer les échanges. Ah oui, alors pardon, suit une question. La question de la petite pub pour à part entière, pardon. Donc effectivement, l'intervention d'un tiers peut parfois faciliter et décomplexer les échanges. C'est très juste. Deuxième question, est-ce que les clients de votre plateforme sont exclusivement basés en Île-de-France? Alors non, du fait que c'est une plateforme de télémédecine, nos utilisateurs sont basés dans toute la France. Aujourd'hui, on a plus de 350 000 utilisateurs qui sont basés dans toute la France métropolitaine et outre-mer. Et la disponibilité de cette plateforme est 24/7. Donc, on est sur tous les créneaux horaires. Donc, si vous êtes situé en Guyane, il n'y a pas de souci, vous pourrez avoir accès aux équipes médicales. Donc, je regarde, merci pour toutes vos questions. Je regarde juste, donc on arrive de toute façon à la fin, il nous reste 3 minutes. Est-ce que j'ai loupé une question? N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions, j'y répondrai, enfin nos équipes et moi y répondrons par la suite. Donc peut-être la dernière question, avez-vous des solutions dédiées aux TPE et TPI? Oui, étant donné que ce sont sur la partie parentalité et 5e trimestre, on est au parcours, donc c'est tout à fait activable pour les TPE et les TPI. Ce que je vous propose pour terminer, c'est peut-être de donner un petit mot de conclusion chacun. Je vous donne peut-être 1 minute sur peut-être si vous avez appris des choses, si vous aviez des derniers éléments que vous vouliez partager à nos participants. Justine? Ouais, moi je dirais le mot de conclusion, je trouve ça très bien qu'on puisse collaborer, notamment avec l'intervention de Pierre qui vient compléter un peu la casquette RH. Et moi, en tant que professionnel RH, ça me rassure aussi de me dire que sur ces sujets, nous, on peut être accompagnés par des experts, parce que quelque part, ça aussi va nous permettre de nous sentir peut-être plus sereines aussi. Enfin, moi, me sentir plus sereine sur la gestion de ces sujets qui souvent peuvent générer aussi des inquiétudes selon le cas de chacune de nos collaboratrices. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on parle du congé maternité, mais qu'il y a aussi le congé paternité à prendre en considération. Et c'est aussi un sujet sur lequel nous, RH, on travaille beaucoup. Donc, merci de cet échange. Je trouve que c'est un sujet qui est très important et auquel on doit souvent se poser beaucoup de questions.
Merci Justine. Marie, si tu as une minute. Non, mais vraiment dire à quel point c'est important de considérer ça, de prendre le temps d'en parler, qu'un congé maternité ou paternité, voilà, c'est vraiment un événement, colossal dans une vie et donc que l'entreprise, se questionne sur la façon dont ça doit être, accompagné, c'est hyper intéressant. Après qu'il y ait des outils, c'est encore mieux, mais moi je trouve ça déjà très, très bien qu'on donne cette place-là à l'échange, sur ce sujet, majeur. Merci Marie. Et le mot de la fin à l'expert, Pierre. Hem, sur l'expérience que j'ai à la fois des consultations libérales et des consultations en téléconsultation, c'est que, et ben, souvent les patients qui prennent rendez-vous en libéral viennent avec, un peu, un «angle d'attaque», entre guillemets, j'ai cette question, j'ai mal ici et en fait, la réponse à ça, ça va être apporté en 1 minute, quoi. Souvent, c'est assez simple et tout le reste de la consultation, et ben, c'est des discussions, c'est de la réassurance, c'est du conseil. Et quand j'ai commencé les téléconsultations, j'étais assez curieux de voir comment est-ce que ça allait se passer, comment est-ce qu'on pourrait résoudre vraiment des problématiques médicales à distance. Et en fait, c'est voilà, a posteriori que j'ai eu cette analyse de ce qui se passait dans mon cabinet libéral et que je me suis rendu compte que c'était un outil très percutant et heu, très efficace quoi, pour vraiment des problématiques médicales. Merci Pierre et merci à vous, Justine et Marie, pour cet échange. Donc, j'avais promis 45 minutes montre en main. On est à 46. Donc, je vous propose d'en rester là. N'hésitez pas, si vous avez des questions encore, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de participants enfin, vous êtes encore tous là, à nous contacter par mail. Je pense qu'on vous communiquera de toute façon le replay et un moyen de contacter pour répondre à toutes vos questions. Merci, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Merci.